5 anniversaires d'affilée, rien de la part de mes parents. Puis, ils ont offert un SUV de luxe à ma sœur. Je suis resté silencieux, je les ai tout bloqués et j'ai regardé leur panique se dérouler. 5 anniversaires de suite, rien de la part de mes parents. Puis ils ont offert à ma sœur un SUV de luxe. Je suis restée silencieuse, je les ai tous bloqués et j'ai regardé leur panique s'installer. J'ai 31 ans. Ma sœur Manon en a 28. Nos parents, Robert et Suzanne Moreau, sont ce qu'on appelle des gens aisés. Papa possède 3 garages de réparation automobile prospères dans notre ville de taille moyenne, Orléans, et maman gère un cabinet dentaire. Ils ne sont pas millionnaires, mais l'argent n'a jamais été un réel souci pour eux. En grandissant, Manon a toujours été l'enfant prodige. Elle était plus jolie, plus extravertie, meilleure en sport, obtenait de meilleures notes sans effort. J'étais la silencieuse, la littéraire, qui passait plus de temps à lire qu'à socialiser. La dynamique classique d'une famille de classe moyenne, n'est-ce pas? Je pensais que ça changerait en vieillissant. Spoiler, ça n'a pas changé. L'histoire des anniversaires a commencé quand j'ai eu 27 ans, le 15 mars 2018. À ce moment-là, je vivais à Lyon depuis environ 4 ans, travaillant comme développeuse de logiciels pour une entreprise du secteur de la santé. Je ne m'attendais à rien d'énorme, mais je pensais que mes parents m'appelleraient au moins ou enverraient une carte. Mon anniversaire est passé. Rien, pas même un SMS. Quand je les ai appelés 2 jours plus tard, maman a agi comme si elle avait complètement oublié. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. Le travail a été complètement fou, et ton père a dû gérer ce problème au garage de la rue de l'église. Les excuses habituelles. Elle a promis de se rattraper. Elle ne l'a jamais fait. Je me suis dit que c'était un oubli. Les gens oublient parfois. La vie est chargée. J'étais une adulte vivant dans une autre région. Peut-être qu'ils pensaient que je n'avais plus besoin de cette attention. Mais c'est arrivé à nouveau en 2019. Le 15 mars est passé sans un mot. Cette fois, quand j'ai appelé maman 3 jours plus tard, elle a semblé sincèrement surprise que je sois contrarié. Ma puce, tu sais que nous t'aimons. Nous ne sommes plus très doués avec les dates. On vieillit, je suppose. Elle en a ri. Papa a pris le téléphone et a marmonné quelque chose sur le fait qu'il m'enverrait quelque chose de bien pour Noël pour se rattraper. Noël 2019 est arrivé. Ils ont envoyé à Manon un magnifique collier avec des boucles d'oreilles assorties. J'ai eu une carte cadeau générique pour la Fnac. Le 3e anniversaire manqué était en 2020. À ce stade, je commençais à voir le schéma, mais j'avais encore un espoir. Peut-être que ce serait l'année où ils se souviendraient. Peut-être qu'ils avaient appris des années précédentes. Non. 15 mars 2020. Silence radio. Mais c'est là que ça devient intéressant. 2 semaines plus tard, j'ai vu sur l'Instagram de Manon que nos parents lui avaient organisé un week-end surprise à Bordeaux pour son 25e anniversaire. Des photos d'eux dans des restaurants chics, à des spectacles, la totale. Son anniversaire est en janvier, au fait. Il s'était très bien souvenu du sien. Quand j'ai confronté maman à ce sujet, elle est devenue défensive. Manon avait besoin qu'on lui remonte le moral après sa rupture avec Thomas. Nous pensions qu'un voyage l'aiderait à se sentir mieux. Tu te débrouilles si bien à Lyon, ma chérie. Tu n'as pas besoin que nous soyons tout le temps sur ton dos. Ça m'a fait plus mal que je ne veux l'admettre. 2021 et 2022 ont été des copies conformes, anniversaires oubliés, excuses bidons, et pendant ce temps, Manon avait des célébrations de plus en plus élaborées. Pour ses 26 ans, ils lui ont organisé une fête surprise avec une 50aine de personnes. Pour ses 27 ans, ils ont réservé un salon privé dans le meilleur restaurant de la ville. Pendant ce temps, je m'épanouissais professionnellement. J'avais eu 2 promotions, je gagnais très bien ma vie, j'avais acheté mon propre appartement et j'étais sincèrement heureuse de ma vie à Lyon. Mais l'histoire des anniversaires me rongeait. Chaque année, je me disais que je m'en fichais, que j'étais au-dessus du besoin de validation de mes parents. Mais au fond, ça faisait un mal de chien. Le pire, c'est que Manon ne semblait jamais remarquer ou se soucier de la différence de traitement. Elle m'appelait après ces grandes célébrations, s'extasiant sur à quel point papa et maman étaient incroyables, sur la chance que nous avions d'avoir des parents si attentionnés. J'écoutais et faisais les bruits appropriés, mais à l'intérieur, je hurlais. Maintenant, nous arrivons au gros morceau, mon 31e anniversaire en mars dernier. À ce stade, j'avais abandonné tout espoir.
J'avais prévu une soirée agréable et tranquille pour moi-même, commandé des sushis à mon restaurant préféré, ouvert une bouteille de vin et me suis installé pour regarder un film. Je n'étais même pas déçu quand mon téléphone n'a pas sonné. J'étais au-delà de ça. Mais le lendemain, mon amie Jennifer, qui est en contact avec Manon sur les réseaux sociaux, m'a envoyé une capture d'écran qui m'a glacé le sang. C'était un post dans la story Instagram de Manon, une photo de nos parents lui remettant les clés d'une Audi Q7 toute neuve. La légende disait, cadeau d'anniversaire en avance de la part des meilleurs parents du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient s'assurer que je sois en sécurité sur la route. Je suis si chanceuse. Reconnaissante meilleurs parents nouvelle voiture. Rappelez-vous, l'anniversaire de Manon est en janvier. C'était le 16 mars, le lendemain de mon 31e anniversaire complètement ignoré. Je suis restée assise dans mon salon à regarder cette photo pendant probablement 20 minutes. L'Audi Q7 commence à environ 60 000 €. Ces gens ne pouvaient pas se souvenir de m'envoyer une carte d'anniversaire à 5 €, mais ils pouvaient dépenser 60 000 € pour un SUV de luxe pour Manon parce qu'ils voulaient qu'elle soit en sécurité sur la route. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne les ai pas appelés en hurlant. Je n'ai pas envoyé de SMS de colère. Je n'ai pas confronté Manon. Au lieu de cela, j'ai très tranquillement commencé à les bloquer partout. Facebook, Instagram, Twitter, leurs numéros de téléphone, leurs emails. J'ai aussi bloqué Manon. J'ai retiré de ma liste d'amis les amis communs de la famille qui pourraient servir d'intermédiaires. J'ai même bloqué ma tante Carole, qui a toujours été la commère de la famille. Je n'ai pas annoncé ce que je faisais. Je n'ai pas envoyé de message d'adieu dramatique. J'ai simplement disparu de leur vie numérique. Les premiers jours ont été paisibles. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je pouvais enfin expirer. Je me suis plongé dans le travail, j'ai passé du temps avec des amis, j'ai commencé à prendre des cours de poterie. La vie a continué. Environ 2 semaines plus tard, ma collègue Sophie a mentionné que quelqu'un avait appelé le bureau en me demandant. Une femme nommée Suzanne Moreau. Elle semblait assez affolée. Elle a dit que c'était une urgence familiale, mais quand Sophie a proposé de prendre un message, elle a raccroché. Maman avait réussi à obtenir mon numéro de travail et appelé mon bureau. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient compris que je les avais bloqués. Au cours des jours suivants, selon Sophie, les appels se sont intensifiés. D'abord maman, puis papa, puis Manon. Ils ont commencé à appeler plusieurs fois par jour. Sophie a dit que la femme prétendant être ma sœur semblait pleurer lors de l'un des appels. J'ai demandé à Sophie et à notre réceptionniste de dire à quiconque m'appelait que je n'étais pas disponible et que je ne pouvais pas prendre d'appel personnel pendant les heures de travail. Nous avons une politique stricte à ce sujet de toute façon, donc ce n'était pas inhabituel. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Environ un mois après le début de mon traitement silencieux, mon amie Jennifer a commencé à recevoir des messages de Manon. Jennifer m'a montré les captures d'écran et c'était quelque chose. Manon, salut Jennifer. Je sais que tu es amie avec ma sœur Amandine. Nous n'avons pas de nouvelles d'elle depuis des semaines, et nous commençons à être vraiment inquiets. Elle ne répond ni aux appels ni aux SMS. Sais-tu si elle va bien? Jennifer, je l'ai vue le week-end dernier. Elle avait l'air d'aller bien. Manon, c'est un tel soulagement. Nous pensions que quelque chose de terrible était arrivé. Peux-tu lui demander d'appeler à la maison? Maman est dans tous ses états. Jennifer, je peux le mentionner, mais Amandine est une adulte. Si elle n'appelle pas, il y a peut-être une raison. Manon, je ne comprends pas ce que nous aurions pu faire de mal. Nous avons toujours été une famille si proche. J'ai failli éclater de rire en lisant ce dernier message. Les messages à Jennifer ont continué pendant des semaines. Manon a dépeint mes parents comme étant effondrés, morts d'inquiétude, malades, incapables de manger ou de dormir parce qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à leur fille bien-aimée. Selon elle, papa envisageait d'engager un détective privé pour s'assurer que j'allais bien. La manipulation était si évidente qu'elle en était presque artistique. Mais le chef-d'œuvre est arrivé 2 mois plus tard. Jennifer m'a transféré un long message vocal décousu que Manon lui avait envoyé. Je paraphrase ici, mais c'était essentiellement une complainte de 20 minutes sur la façon dont la famille s'effondrait sans moi. Comment maman pleurait tous les jours. Comment papa buvait plus que d'habitude. C'était presque certainement un mensonge. Papa boit à peine.
Et comment ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre ce qu'ils avaient fait pour mériter ce traitement. Le clou du spectacle était la fin. Nous savons que l'anniversaire d'Amandine approche l'année prochaine et maman prévoit déjà quelque chose de vraiment spécial pour se rattraper. Enfin, tu sais, si par hasard nous l'avons manqué par le passé. Nous avons juste besoin qu'elle rentre à la maison pour que nous puissions redevenir une famille. 5 ans, 5 anniversaires complètement oubliés. Et maintenant, c'était le si par hasard nous l'avons manqué. Mais attendez, ça s'améliore. À peu près au même moment, j'ai découvert qu'ils avaient contacté d'autres de mes amis. Ma colocataire de l'université, Emma, m'a appelé en riant à propos d'un message Facebook qu'elle avait reçu de ma mère. Selon Emma, maman lui avait envoyé un long message lui demandant si elle avait eu de mes nouvelles, exprimant son inquiétude pour ma santé mentale et mon bien-être, et se demandant si je traversais une sorte de dépression. Le message incluait apparemment beaucoup de détails sur le succès et le bonheur de Manon, sur leur fierté pour son nouveau travail, elle avait commencé à travailler dans l'entreprise de papa, et sur le fait qu'ils voulaient juste que toute leur famille partage cette joie. Même dans leur panique, ils ne pouvaient pas s'empêcher de tout ramener à Manon. Mon ami Derek du travail a eu une approche encore plus étrange. Papa l'a trouvé d'une manière ou d'une autre sur LinkedIn et lui a envoyé un message au ton professionnel lui demandant si je travaillais de manière adéquate et s'il y avait des inquiétudes concernant mon état mental dont la famille devrait être informée. Derek était tellement mal à l'aise qu'il l'a capturé et me l'a envoyé immédiatement. Ça, c'était la goutte d'eau. Essayer d'interférer avec ma vie professionnelle était inacceptable, mais j'ai tenu bon. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste regardé depuis ma bulle paisible et sans drame, alors qu'il s'enfonçait de plus en plus dans la panique. L'escalade a continué. Ils ont trouvé les coordonnées de mon propriétaire, Dieu sait comment, et l'ont apparemment appelé en exprimant leur inquiétude pour mon bien-être et en lui demandant s'il m'avait vu récemment. Mon pauvre propriétaire, Monsieur Lefebvre, était si confus. Il a frappé à ma porte un soir pour me demander si tout allait bien avec ma famille parce qu'il avait reçu des appels étranges. Ils ont contacté ma salle de sport. Ils ont réussi à obtenir le numéro du cabinet de mon dentiste. Ils ne laissaient aucune piste de côté dans leur quête pour trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait confirmer que j'étais en vie et me forcer à reprendre contact avec eux. Mais la chose la plus intrusive qu'ils aient faite a été de retrouver d'une manière ou d'une autre le numéro principal de mon immeuble via la société de gestion immobilière. Les immeubles d'appartements de Lyon avec des concierges sont assez soucieux de la sécurité. J'ai donc été choqué qu'Anthony, le concierge du soir, a mentionné qu'une femme prétendant être ma mère avait appelé le bureau principal de l'immeuble pour me demander. Elle semblait vraiment inquiète, m'a dit Tony. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu de vos nouvelles depuis des mois et voulait savoir si vous alliez bien. Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner d'informations sur les résidents, mais elle a continué à demander si au moins je vous avais vu aller et venir. On aurait dit qu'elle pleurait. Le fait que maman ait réussi à trouver le numéro principal de mon immeuble et appelé pour interroger le personnel était à la fois impressionnant et profondément dérangeant. Cela montrait un niveau de détermination qui frisait le harcèlement. J'ai aussi découvert qu'ils avaient appelé le cabinet de mon médecin à Lyon. Apparemment, papa avait utilisé ses relations dans l'industrie automobile pour retrouver d'une manière ou d'une autre le groupe médical que j'utilisais grâce à mes informations d'assurance. La réceptionniste de mon médecin l'a mentionné lors de mon examen annuel, me demandant si tout allait bien avec ma famille parce qu'ils avaient reçu des appels inhabituels de personnes se prétendant être mes parents et posant des questions sur mon état de santé. Nous ne leur avons donné aucune information, bien sûr, m'a-t-elle assuré. Le secret médical nous empêche de partager quoi que ce soit, mais la femme était très insistante et semblait assez bouleversée. Les lois sur la confidentialité médicale m'ont sauvé là, mais le fait qu'ils étaient prêts à essayer d'accéder à mes informations de santé sans mon consentement était une autre ligne franchie. Environ 6 mois après le début de mon silence, j'ai découvert qu'ils étaient passés au harcèlement sur les réseaux sociaux à un niveau vraiment préoccupant. Mon ami Derek m'a montré une capture d'écran d'un message Facebook qu'il avait reçu de quelqu'un utilisant un faux profil avec une photo de banque d'images et le nom de Carole Dubois. Le message disait « Bonjour Derek, je suis une amie de la famille d'Amandine Moreau. Nous sommes très inquiets pour son bien-être et n'avons pas pu la joindre depuis plusieurs mois. Pourriez-vous lui demander de contacter sa famille? Nous craignons qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Merci. » Derek avait vérifié le profil et avait constaté qu'il avait été créé quelques jours seulement avant l'envoi du message. Il n'avait aucune autre activité et aucun ami en commun avec nous deux. C'était clairement un faux compte créé spécifiquement pour contacter mes amis. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement en panique.
Ils devenaient véritablement manipulateurs et trompeurs dans leurs tentatives pour me joindre. Mais l'incident peut-être le plus révélateur est survenu 7 mois après le début de mon silence. Mon amie Jennifer, qui avait été ma principale source d'informations sur leur détresse continue, m'a parlé d'une conversation qu'elle avait eue avec Manon dans un café. Jennifer était tombée sur Manon par hasard, et Manon s'est immédiatement lancée dans toute la saga de ma disparition. Mais cette fois, son histoire avait considérablement évolué par rapport aux versions précédentes. Selon Jennifer, Manon prétendait maintenant que j'avais toujours été jalouse d'elle et pleine de ressentiment envers le succès de notre famille. Elle a dit que j'étais devenu de plus en plus instable au cours des dernières années et que j'avais fait plusieurs déclarations inquiétantes sur le fait de me sentir sous-estimé. C'était de la pure fiction. Je n'avais jamais exprimé de jalousie à Manon ni fait de déclarations inquiétantes. Au contraire, j'avais été trop doué pour cacher ma peine et maintenir une façade agréable lors des interactions familiales. Mais Manon s'était apparemment convaincue que ma disparition était le résultat de problèmes de santé mentale qui couvaient depuis longtemps plutôt que de griefs légitimes sur la façon dont j'avais été traité. Elle m'a dit que tu étais devenu paranoïaque, a dit Jennifer, prétendant qu'il t'aime plus que toi, ce qui, selon elle, n'était évidemment pas vrai car tes parents vous aiment toutes les deux également. Elle a dit qu'il craignait que tu ne sois en train de faire une sorte de dépression. Le gaslighting était à couper le souffle. Ils avaient pris mes plaintes légitimes sur le traitement différentiel et les avaient recadrées comme des symptômes de maladie mentale et de délire paranoïaque. Elle a aussi dit, a poursuivi Jennifer, qu'il t'avait proposé à plusieurs reprises de payer une thérapie, mais que tu avais refusé parce que tu ne pensais pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. C'était un mensonge pur et simple. Il n'avait jamais proposé de me payer une thérapie. Il n'avait même jamais suggéré que je pourrais bénéficier d'une thérapie. En fait, lorsque j'avais mentionné que je voyais un thérapeute à Lyon lors d'un de nos appels téléphoniques il y a quelques années, la réponse de maman avait été « Pourquoi faire ? Tu m'as l'air d'aller bien. » Mais maintenant, dans le récit révisé, j'étais la fille instable qui refusait de l'aide, et ils étaient les parents aimants qui essayaient désespérément de m'apporter le soutien dont j'avais besoin. Jennifer, à son crédit, n'a rien cru de tout cela. Je lui ai dit que tu m'avais l'air parfaitement bien, et que si tu ne leur parlais pas, il y avait peut-être une bonne raison à cela. Elle n'a pas beaucoup aimé ça. Selon Jennifer, Manon était devenue visiblement contrariée à la suggestion qu'il pourrait y avoir une raison légitime à mon silence. Elle n'arrêtait pas de dire « Mais nous sommes une famille si proche. Nous avons toujours été si proches. Amandine sait à quel point nous l'aimons. » L'illusion était si complète que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans le récit de Jennifer, c'est la façon dont Manon s'était positionnée comme la principale victime dans tout cela, pas nos parents, qui étaient censés être morts d'inquiétude pour moi. Manon elle-même était celle qui souffrait le plus de mon absence. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir perdu sa meilleure amie, m'a dit Jennifer. Elle a parlé de la façon dont vous vous disiez tout et comment elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal pour que tu la détestes. Encore une fois, c'était de l'histoire révisionniste. Manon et moi n'avions jamais été les meilleurs amis du monde. Nous ne nous étions jamais tout dit. Nous étions des sœurs polies qui s'entendaient bien, mais qui n'étaient pas particulièrement proches. Mais dans son esprit, nous avions apparemment eu cette relation profonde et significative que j'avais cruellement détruite en disparaissant. La partie la plus dérangeante a été quand Jennifer a mentionné que Manon lui avait demandé de garder un œil sur moi et de lui faire un rapport si je semblais en difficulté ou si j'avais besoin d'aide. Elle m'a donné son numéro de téléphone et m'a demandé de l'appeler immédiatement si tu semblais déprimé ou si tu disais quelque chose d'inquiétant. Elle a dit que la famille était prête à organiser une intervention si nécessaire. Une intervention pourquoi ? Pour avoir fixé des limites et retiré des personnes toxiques de ma vie. L'idée qu'ils pourraient réellement essayer de forcer leur retour dans ma vie sous prétexte de m'aider était terrifiante. Cela montrait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour éviter de reconnaître leur propre rôle dans cette situation. Cette conversation avec Jennifer a en fait été ce qui m'a poussé à être plus prudente quant à ma vie privée et ma sécurité. J'ai légèrement modifié mes horaires de travail pour ne pas être prévisible. J'ai varié mes itinéraires pour rentrer chez moi. J'ai commencé à être plus prudente sur ce que je partageais sur les réseaux sociaux, même avec des paramètres de confidentialité. Cela peut sembler paranoïaque, mais compte tenu de leur comportement de plus en plus intense, je ne prenais aucun risque. La partie la plus surréaliste était de voir comment cela affectait Manon à travers les publications sur les réseaux sociaux que des amis me montraient occasionnellement.
son Instagram est passé de mises à jour constantes sur sa vie fabuleuse à des publications de plus en plus désespérées sur la famille, l'amour inconditionnel et le manque de personnes importantes. Elle a posté une vieille photo de nous deux à Noël 2018 avec une légende sur le fait que la famille est toute et qu'elle envoyait de l'amour à tous ceux qui en avaient besoin en ce moment. Les commentaires étaient pleins de gens demandant si tout allait bien, auxquels elle répondait par des déclarations vagues sur le fait de traverser une période difficile et d'espérer une résolution prochaine. Le post le plus manipulateur était une photo d'elle avec nos parents dans un restaurant. Tous avaient l'air sombre avec une légende qui disait « Dîner avec papa et maman ». Certaines chaises semblent vides ce soir. Je vous aime. La famille n'est pas la même quand quelqu'un manque. Famille amour tu manques. Elle m'avait identifié dessus, bien sûr, mais comme je l'avais bloqué, je ne l'ai vu que lorsque Jennifer m'a envoyé une capture d'écran. À peu près à cette époque, j'ai commencé à remarquer d'autres schémas qui m'ont fait réaliser à quel point ce favoritisme était profond. Alors que je parcourais de vieilles photos sur mon ordinateur portable, en organisant des fichiers, je suis tombé sur des photos de réunions de famille au fil des ans. Les regarder avec un regard neuf, c'était comme voir notre dynamique familiale en haute définition pour la première fois. Photo après photo, Manon était au premier plan. Des fêtes d'anniversaire où elle était entourée de parents tandis que je me tenais maladroitement sur le côté. Des matins de Noël où la pile de cadeaux devant elle était littéralement 2 fois plus grande que la mienne. Des photos de remise de diplôme où papa et maman encadraient Manon avec d'énormes sourires tandis que j'avais droit à un cliché rapide qui ressemblait à une pensée après coup. Il y avait une photo de la remise de diplôme du lycée de Manon qui m'a vraiment touché. Nos parents avaient loué un salon privé dans un club de campagne pour sa célébration. Il y avait probablement 40 personnes, un photographe professionnel, un gâteau personnalisé, la totale. Quand j'ai eu mon bac 3 ans plus tôt, nous sommes allés dans une brasserie du coin avec juste la famille proche. Je me suis dit à l'époque que c'était parce que Manon était plus sociable, qu'elle avait plus d'amis qui voudraient fêter ça. Mais en regardant cette photo maintenant, je pouvais voir mon moi de 17 ans en arrière-plan, essayant de sourire tout en me sentant complètement invisible. Plus j'y pensais, plus je me souvenais d'exemples. Quand Manon a eu sa première voiture à 16 ans, c'était une Honda Civic presque neuve que papa avait passé des semaines à rechercher et à essayer avec elle. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la vieille camionnette de papa qui démarrait à peine et sentait l'huile de moteur. Ça t'apprendra la responsabilité, avait-il dit. La voiture de Manon est plus fiable pour ses activités périscolaires. Les activités périscolaires de Manon, au fait, comprenaient le club de théâtre et le conseil des élèves. Mes activités périscolaires comprenaient un travail à temps partiel dans une librairie locale pour économiser de l'argent pour l'université. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était elle qui avait besoin du transport fiable. L'université était une autre différence frappante. Manon est allée à l'université d'Orléans et a obtenu un diplôme en communication. Et nos parents l'ont aidée avec les frais de scolarité, le logement, l'argent de poche, tout. Ils lui rendaient visite régulièrement, l'emmenaient dîner avec ses amis, s'assuraient qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Je suis allé dans une plus petite université de province avec une bourse d'études partielles et je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus pour payer mes dépenses. Quand j'appelais à la maison, stressé par l'argent ou luttant avec des cours difficiles, la réponse de maman était toujours une variation de « Tu es si indépendante, ma chérie. Nous savons que tu peux tout gérer ». L'indépendance, j'ai réalisé, était leur mot de code pour la négligence. Le domaine professionnel était tout aussi révélateur. Quand Manon a obtenu son diplôme et ne pouvait pas décider quelle carrière choisir avec son diplôme en communication, nos parents l'ont soutenue pendant une année de recherche de soi qui consistait principalement à voyager et à travailler à temps partiel dans un café. Quand elle a finalement décidé qu'elle voulait essayer de travailler dans les affaires, papa lui a immédiatement offert un poste dans l'un de ses garages pour acquérir de l'expérience, malgré son diplôme en communication plutôt qu'en commerce ou en automobile. Quand j'ai obtenu mon diplôme en informatique et que j'ai déménagé à Lyon pour mon premier emploi, la réponse a été essentiellement « C'est bien, ma chérie ». Aucune offre d'aide pour les frais de déménagement. Aucun enthousiasme pour mes perspectives de carrière. Aucun intérêt à visiter ma nouvelle ville. Juste un générique « Nous sommes fiers de toi » qui semblait tout droit sorti d'une carte de vœux. Même la façon dont il parlait de nous aux autres était différente. J'ai découvert cela lors de l'une de mes rares visites à la maison environ 2 ans avant que la situation des anniversaires n'atteigne son point de rupture. J'étais au supermarché avec maman et nous avons croisé Madame Chevalier, notre ancienne voisine. Madame Chevalier a demandé des nouvelles de nous deux et j'ai pu entendre les réponses de maman l'une après l'autre.
À propos de Manon, oh, elle va merveilleusement bien. Elle a vraiment trouvé sa place dans l'entreprise de Robert. Elle a un tel sens du service client et elle a mis en place tous ces nouveaux systèmes qui ont vraiment amélioré l'efficacité. Nous sommes si fiers de la façon dont elle a évolué dans son rôle et elle vient d'emménager dans ce magnifique appartement en centre-ville. Vous devriez voir la cuisine. À propos de moi, Amandine va bien aussi. Toujours à Lyon, elle travaille toujours avec les ordinateurs. Elle semble s'y plaire. C'est tout. Aucun détail sur mes promotions, mes récompenses au travail, le fait que j'ai acheté mon propre appartement. Juste elle travaille toujours avec les ordinateurs, comme si je faisais de la saisie de données au lieu de développer des logiciels pour des systèmes de santé qui aident à sauver des vies. La conversation a duré peut-être 5 minutes, mais elle a cristallisé quelque chose pour moi. Dans l'esprit de maman, la vie de Manon était intéressante et méritait d'être célébrée. Ma vie était juste bien, acceptable, rien de bien excitant. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ces interactions lors des visites familiales, et le schéma était constant. Les réussites de Manon étaient annoncées avec fanfare et explications détaillées. Les miennes étaient mentionnées brièvement, voire pas du tout. Quand Manon a été promue directrice adjointe au garage de papa, ils ont organisé un dîner de famille pour célébrer et ont invité nos tantes et oncles. Quand j'ai été promue développeuse senior, un poste assorti d'une augmentation de salaire significative et de plus de responsabilités, j'ai reçu un SMS de maman qui disait « Félicitations, ma chérie. Papa me dit de te dire qu'il est fier. » L'histoire des SMS est devenue une autre source de frustration. Manon recevait de longs appels téléphoniques bavards de maman plusieurs fois par semaine. Je recevais de brefs SMS avec des réponses minimales lorsque j'essayais d'engager la conversation. Moi, je viens de terminer un gros projet au travail. Le client était vraiment content de notre solution. Maman, c'est super, ma chérie. Contente que le travail se passe bien. La conversation équivalente de Manon aurait été un appel de 30 minutes avec des questions détaillées sur le client, le projet, ses sentiments sur le travail, ce que ses collègues pensaient, ce qu'elle prévoyait de faire pour fêter ça, et probablement ce qu'elle avait mangé à midi ce jour-là. J'ai essayé d'en parler une fois avec Manon lors de l'une de nos rares conversations téléphoniques. C'était peut-être 6 mois avant mon 31e anniversaire, quand le ressentiment commençait vraiment à s'accumuler. Est-ce que tu remarques parfois à quel point papa et maman nous traitent différemment ? Ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger et non accusateur. Manon était sincèrement confuse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. Juste, il semble plus intéressé par ta vie que par la mienne, plus impliqué. Amandine, ce n'est pas vrai. Il nous aime toutes les deux également. Au contraire, je pense qu'il s'inquiète plus pour moi parce que je suis moins indépendante que toi. Tu as toujours été la forte, celle qui n'a pas besoin d'autant de soutien. Et voilà encore. L'indépendance comme excuse à la négligence. Mais ne penses-tu pas qu'il pourrait montrer de l'intérêt sans que j'ai besoin de soutien ? Genre, il pourrait poser des questions sur mon travail ou ma vie à Lyon juste parce qu'il s'en soucie, pas parce que j'ai besoin d'aide. Manon est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Je pense que tu réfléchis peut-être un peu trop. Papa et maman ne sont pas parfaits, mais ce sont de bons parents. Peut-être qu'ils expriment leur amour différemment avec chacune de nous. » Cette conversation m'a fait réaliser que Manon ne voyait sincèrement pas la différence. Pour elle, la façon dont nos parents la traitaient était juste une affection familiale normale. La façon dont ils me traitaient était aussi normale. Juste une normalité différente pour une fille différente. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à documenter les choses. Pas intentionnellement au début, juste en prenant des notes mentales, mais ensuite j'ai commencé à les écrire. En partie pour ma propre santé mentale et en partie parce que les schémas étaient si clairs que je pensais que je les imaginais peut-être. Noël 2021 en était un exemple parfait. Manon a reçu un forfait de massage professionnel, une magnifique boîte à bijoux, 3 nouvelles tenues et un week-end au spa. La valeur totale devait dépasser les 1 000 €. J'ai reçu un panier cadeau générique avec des chocolats et des produits de bain qui semblaient provenir d'un catalogue d'entreprise pour les fêtes. Quand j'ai ouvert le panier cadeau, maman a dit « Nous avons pensé que tu pourrais avoir besoin d'un peu de détente après avoir tant travaillé. » Ça avait l'air attentionné jusqu'à ce que je réalise que c'était exactement le même panier cadeau qu'elle avait offert à la réceptionniste de son cabinet dentaire. Manon, pendant ce temps, poussait des cris de joie à chaque cadeau, serrait nos parents dans ses bras à plusieurs reprises et postait plusieurs stories Instagram sur à quel point elle se sentait gâtée et à quel point nos parents étaient extraordinaires.
J'ai souri et dit, merci pour le panier cadeau. Que pouvais-je faire d'autre? La documentation est devenue importante plus tard parce qu'elle m'a aidé à réaliser que je n'étais pas folle ou trop sensible. Le traitement différentiel était réel et mesurable. Sur une année, j'ai compté 11 occasions où Manon a reçu des cadeaux ou des célébrations importantes pour diverses occasions. Anniversaire, promotion, nouvel appartement, rupture, consolation, surprise aléatoire, je pense à toi, etc. Au cours de cette même année, j'ai reçu 2 cartes cadeaux génériques. Mais l'incident le plus révélateur s'est produit environ 8 mois avant l'affaire de l'Audi. Manon m'a appelé en pleurant parce qu'elle avait eu un petit accrochage sur un parking. Rien de grave, juste une petite bosse sur son pare-choc et un phare éraflé. Personne n'a été blessé et l'assurance couvrirait les réparations. Moins d'1 heure après que Manon les a appelés, nos parents étaient sur les lieux. Papa s'est occupé de l'expert en assurance et de l'autre conducteur. Maman a emmené Manon déjeuner pour la calmer. Ils ont organisé le remorquage de sa voiture jusqu'au garage de papa pour les réparations, lui ont donné l'une des voitures de près de papa à conduire, et ont généralement traité toute l'affaire comme une crise majeure, nécessitant une mobilisation familiale immédiate. 2 mois plus tard, j'ai eu un accident plus grave sur l'autoroute près de Lyon. Un camion a grillé un feu rouge et a percuté ma voiture assez fort pour déclencher les airbags. J'étais secoué et j'avais quelques bleus, mais heureusement, je n'étais pas gravement blessé. Ma voiture, cependant, était bonne pour la casse. J'ai appelé maman depuis les urgences où on m'examinait, en partie parce que j'avais peur et que j'avais besoin de parler à quelqu'un, et en partie parce que je pensais qu'il devrait savoir au cas où quelque chose n'allait vraiment pas. La réponse de maman, oh, non. Tu es blessé? As-tu besoin que nous fassions quelque chose? Je lui ai dit que j'allais bien, mais que j'étais assez secoué et que je devrais m'occuper de l'assurance et de trouver une nouvelle voiture. Eh bien, c'est embêtant, mais on dirait que tu as tout sous contrôle. Tu es si douée pour gérer ces choses, Amandine. Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? C'est tout. Aucune offre de venir pour m'aider. Aucune suggestion que papa pourrait utiliser ses relations dans l'industrie automobile pour m'aider à trouver une voiture de remplacement. Aucun appel de suivi pour savoir comment je me sentais émotionnellement. Rien. Manon a eu droit à une équipe d'intervention de crise familiale pour une éraflure sur un parking. J'ai eu droit à un appel de 5 minutes et à un « fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit ou pour une collision sur l'autoroute qui aurait pu me tuer ». Le contraste était si frappant que c'en était presque drôle. Presque. Cet incident a probablement été le début de la fin pour moi, émotionnellement parlant. J'ai commencé à prendre mes distances avec les communications familiales, à ne plus répondre aux appels aussi rapidement, à garder les conversations brèves quand je leur parlais. Je me protégeais, même si je ne m'en rendais pas pleinement compte à l'époque. Ce qui m'amène à un autre schéma que j'ai remarqué. Ils n'ont jamais demandé pourquoi je devenais moins communicative. Si Manon avait commencé à être distante et brève avec eux, ils auraient immédiatement voulu savoir ce qui n'allait pas, ce qu'ils pouvaient faire pour arranger les choses, si elle avait besoin de soutien. Quand j'ai commencé à le faire, ils ont semblé presque soulagés. Une chose de moins à gérer, je suppose. Mais voici ce qui a vraiment solidifié ma résolution. Pas une seule fois dans toutes ces publications, ces messages ou ces tentatives désespérées de me contacter, personne n'a reconnu ce qu'ils avaient fait de mal. Pas une seule fois ils n'ont dit « Nous sommes désolés d'avoir oublié ton anniversaire 5 ans de suite ». Pas une seule fois ils n'ont reconnu l'inégalité profonde dans la façon dont ils traitaient Manon par rapport à moi. Tout tournait autour de combien je leur manquais, à quel point ils étaient inquiets, comment la famille n'était pas complète sans moi, mais jamais une reconnaissance de la raison pour laquelle j'aurais pu disparaître en premier lieu. Après environ 4 mois de cela, les tactiques ont changé. Au lieu de contacter mes amis, ils ont commencé à essayer de me joindre directement par des méthodes qu'ils pensaient que je ne pouvais pas bloquer. D'abord, ce furent des lettres à mon appartement, de longues notes manuscrites de maman parlant de combien ils m'aiment, à quel point ils étaient désolés pour tout ce qu'ils auraient pu faire pour me blesser, me suppliant de rentrer à la maison pour le dîner du dimanche afin qu'ils puissent discuter. Les lettres étaient des chefs-d'œuvre de fausses excuses. Je suis désolé si tu t'es senti négligé. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes moins importante que Manon. Si nous avons fait des erreurs, nous voulons les réparer. Si. Puis sont venus les colis. Des colis remplis de mes friandises d'enfance préférées, des livres qu'ils pensaient que j'aimerais, de petites babioles et des cadeaux. Chaque colis était accompagné d'une note me suppliant de les appeler.
Les cadeaux étaient ironiques. Après 5 ans d'incapacité à se souvenir de mon anniversaire, il savait soudainement exactement ce que j'aimais et quand l'envoyer. Papa a essayé une approche différente. Il m'a envoyé une lettre formelle, tapée à la machine, pas manuscrite comme celle de maman, qui était très professionnelle et factuelle. Il reconnaissait qu'il y avait eu des problèmes de communication dans notre famille, admettait qu'ils avaient peut-être favorisé Manon involontairement et proposait que nous rencontrions un conseiller familial pour régler ces problèmes comme des adultes. C'était probablement la chose la plus mature que l'un d'eux ait faite, mais c'était trop peu, trop tard, et même là, ils ne pouvaient pas assumer pleinement ce qu'ils avaient fait. Peut-être favoriser Manon involontairement. Il n'y avait rien d'involontaire à dépenser 60 000 € pour une voiture pour elle tout en oubliant complètement mon existence. Le véritable tournant est survenu 6 mois après le début de mon traitement silencieux. Jennifer m'a dit que Manon avait commencé à voir un thérapeute, soi-disant parce qu'elle était si traumatisée par ma disparition et ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Selon Jennifer, Manon racontait aux gens qu'elle m'avait toujours admiré, que j'étais son modèle et sa meilleure amie, et que me perdre était comme perdre une partie d'elle-même. C'était de l'histoire révisionniste à son paroxysme. Manon et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Nous nous entendions bien, mais nous étions des personnes très différentes avec des vies très différentes. Elle ne m'avait jamais traité comme un modèle ou une meilleure amie. J'étais juste sa grande sœur ennuyeuse qui vivait loin et travaillait dans la tech. Mais maintenant, dans le récit qu'elle tissait pour son thérapeute et quiconque voulait bien l'écouter, j'étais la personne la plus importante de sa vie. Et mon absence lui causait une véritable détresse psychologique. La manipulation était à couper le souffle. À peu près à cette époque, j'ai commencé à entendre par des amis communs que mes parents racontaient aux gens que je traversais une sorte de crise de santé mentale, et que c'était pour ça que j'avais disparu. Ils se positionnaient comme les parents inquiets et aimants d'une fille qui avait pété les plombs sans aucune raison. Ce récit servait 2 objectifs, il les faisait paraître sympathiques et il suggérait que mon comportement était irrationnel et ne reposait sur rien de ce qu'ils avaient réellement fait. Je commençais à réaliser à quel point leur auto-illusion était profonde. Dans leur esprit, ils étaient de bons parents qui avaient toujours traité leurs 2 filles équitablement. Ma disparition n'était pas une conséquence de leurs actions. C'était une tragédie aléatoire qui avait frappé leur famille aimante. Mais le meilleur, ou le pire, selon votre point de vue, était encore à venir. 8 mois après les avoir bloqués, Jennifer m'a transféré quelque chose qui m'a fait éclater de rire. C'était une invitation à un événement Facebook que Manon avait créé. Célébration du 32e anniversaire d'Amandine. Où que tu sois, nous t'aimons. L'événement était prévu pour mon prochain anniversaire, le 15 mars. Et la description disait, même si notre bien-aimée Amandine ne peut pas être avec nous cette année, nous allons la célébrer quand même. Nous nous réunirons chez papa et maman pour partager des souvenirs, regarder des photos et envoyer de l'amour à quelqu'un de très spécial qui nous manque tous les jours. Amandine, si tu vois ça d'une manière ou d'une autre, sache que tu es aimée, que tu nous manques et que tu es toujours la bienvenue à la maison. Elle avait invité une 60aine de personnes, y compris la famille élargie, les amis de la famille, et même certains de mes anciens camarades de lycée dont je me souvenais à peine. L'événement avait des dizaines de commentaires de personnes exprimant leur sympathie pour la famille et espérant que je retrouverais la raison bientôt et que j'arrêterais de blesser ma famille aimante. C'était brillant, vraiment. Ils organisaient une fête d'anniversaire pour moi, sans moi, la même moi dont ils avaient oublié les anniversaires pendant 5 années consécutives, et s'en servaient comme d'une campagne de relations publiques pour se peindre en victime de mon abandon cruel. Mais voici ce qui rendait la chose particulièrement parfaite. Je pouvais voir sur la page de l'événement que plusieurs de mes amis actuels de Lyon avaient été invités. Jennifer, Emma, Derek, même Sophie du travail. Manon avait clairement fait un sérieux travail de harcèlement sur les réseaux sociaux pour trouver des gens de ma vie actuelle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était plus seulement en panique. Il passait à l'arme nucléaire. L'événement n'a jamais eu lieu, d'ailleurs. Je pense que quelqu'un, probablement tante Carole, a souligné à quel point cela semblait psychotique, et Manon l'a discrètement supprimé environ une semaine avant mon anniversaire, mais pas avant que j'ai capturé l'intégralité de la chose pour la postérité. Mon 32e anniversaire s'est déroulé paisiblement. J'ai fêté ça avec des amis à Lyon, je suis sorti pour un bon dîner, j'ai passé un excellent moment. Pas de drame, pas d'appels oubliés, pas de déception. C'était le meilleur anniversaire que j'avais eu depuis des années. Mais apparemment, mes parents ont passé cette journée à appeler tous les hôpitaux de Lyon pour savoir si j'avais eu un accident. Selon Jennifer,
qui a entendu cela de Manon, ils étaient convaincus que la seule raison pour laquelle je ne serais pas rentré à la maison pour la célébration de mon anniversaire était si j'en étais physiquement incapable. L'illusion était complète. Nous sommes maintenant à 1 an, 12 mois depuis que je les ai tous bloqués et que j'ai disparu de leur vie. Et honnêtement, cela a été l'année la plus paisible que j'ai eue depuis que j'ai quitté la maison. Ma santé mentale s'est considérablement améliorée. Je ne réalisais pas combien d'énergie émotionnelle je dépensais en ressentiments et en blessures jusqu'à ce que j'arrête de devoir faire face à la source de ces sentiments. Mes relations avec mes amis se sont renforcées. Mes performances au travail ont été excellentes. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de merveilleux. La vie est belle. Mais le drame familial continue de se dérouler, et j'en entends parler par divers canaux. Manon est apparemment devenue de plus en plus instable au fil des mois. Elle a quitté son travail dans l'entreprise de papa, ou a été licenciée. Les histoires varient. Elle est retournée vivre chez nos parents. Selon Jennifer, elle a pris du poids et a arrêté de prendre soin d'elle. Ses publications Instagram sont devenues sporadiques et quelque peu incohérentes. Elle a également commencé à contacter mes amis de manière de plus en plus désespérée. Environ 3 mois après le début de mon silence, elle a envoyé à Emma une lettre manuscrite de 5 pages parlant de notre enfance, demandant à Emma de lui dire ce qu'elle avait fait de mal, suppliant pour toute information sur la façon de me contacter. La lettre était troublante. Elle divaguait à travers des souvenirs dont je ne me souvenais même pas de la même manière, dépeignait notre relation comme beaucoup plus proche et plus significative qu'elle ne l'avait jamais été, et incluait des déclarations vraiment bizarres sur le fait qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa grande sœur et se sentait comme une moitié de personne sans moi. Emma était si préoccupée qu'elle a demandé si elle devait appeler quelqu'un pour un contrôle de bien-être sur Manon. Mes parents ont apparemment vieilli de façon spectaculaire cette année. L'entreprise de papa a souffert parce qu'il a été distrait et a pris de mauvaises décisions. Maman a pris un congé de son travail au cabinet dentaire. Ils ont tous les deux pris du poids et, selon les amis de la famille, ne sortent plus beaucoup. Ils auraient également dépensé des milliers d'euros pour un détective privé qui a confirmé que je suis vivante et en bonne santé à Lyon, mais n'a pas pu déterminer la raison spécifique de ma rupture. Comme la situation des anniversaires et le favoritisme familial n'étaient pas le genre de choses qui apparaîtraient dans les registres publics ou les enquêtes informelles, le détective n'a rien trouvé sur le pourquoi. Le détective privé leur aurait dit que, d'après ses recherches, je semblais m'épanouir, bien réussir au travail, maintenir des amitiés, vivre une vie normale, ce qui n'a fait qu'épaissir le mystère de leur point de vue. Si j'allais bien, pourquoi ne voudrais-je pas de ma famille aimante dans ma vie? Tante Carole, la commère de la famille, est apparemment devenue la porte-parole non officielle de la situation. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis tombé dans de mauvaises fréquentations à Lyon et que j'ai été endoctriné contre ma famille. Elle a également suggéré que je pourrais être dans une relation abusive avec quelqu'un qui m'isole de mon système de soutien. Le récit continue d'évoluer, mais il les absout toujours de toute responsabilité. Voici ce que j'ai appris au cours de l'année écoulée. Ma famille est incapable d'une véritable introspection. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils m'ont maltraité parce que cela signifierait reconnaître qu'ils ne sont pas les parents aimants et parfaits qu'ils croient être. Au lieu de cela, ils ont créé une fantaisie élaborée où je suis soit malade mentalement, soit manipulé par d'autres, soit en train de traverser une sorte de crise inexplicable qui n'a rien à voir avec leur comportement. Et honnêtement, ça me va. Leur illusion n'est pas mon problème à résoudre. J'ai vu une thérapeute tout au long de cette expérience, et elle m'a aidé à comprendre que ce que j'ai fait, me retirer d'une situation toxique sans drame ni confrontation, était en fait la réponse la plus saine possible. Elle appelle cela la méthode de la roche grise poussée à sa conclusion logique. Au lieu d'essayer de devenir inintéressante pour les personnes toxiques, je me suis simplement retiré de leur vie. L'histoire des anniversaires n'était que le catalyseur. Le vrai problème était que je n'avais jamais été vraiment valorisé ou priorisé par ces gens. J'étais l'enfant de secours, la pensée après coup, celle qu'ils pouvaient ignorer parce que je me débrouillais bien toute seule. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Je me débrouille bien toute seule. Mieux que bien, en fait. Il ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas, mais non. L'anxiété de me demander s'ils se souviendraient des occasions importantes ne me manque pas. Le sentiment de devoir rivaliser avec Manon pour des miettes d'attention ne me manque pas. La douleur constante et sourde d'être traité comme moins importante ne me manque pas. Ce que j'ai gagné en coupant les ponts est bien plus précieux que ce que j'ai perdu. J'ai gagné la paix. J'ai gagné le respect de moi-même.
J'ai gagné l'énergie que je gaspillais en ressentiment et en blessures. J'ai gagné en clarté sur ce que je veux réellement des relations. Et j'ai gagné autre chose. La connaissance que je peux survivre sans eux, que je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur attention ou de leur amour pour être heureuse et réussir. C'est une prise de conscience puissante. On me demande si je prévois de me réconcilier un jour avec eux. La réponse honnête est que je ne sais pas. Peut-être un jour, s'ils peuvent vraiment reconnaître ce qu'ils ont fait et pourquoi c'était blessant, nous pourrions avoir une conversation. Mais cela exigerait qu'ils admettent qu'ils ont eu tort. Et je ne retiens pas mon souffle. Pour l'instant, je me contente de les laisser se demander, de les laisser s'inquiéter, de les laisser sombrer dans la panique, la confusion et les tentatives désespérées de me contacter. Ils ont passé 5 ans à oublier que j'existais. Maintenant, ils vont passer le temps qu'il faudra à se souvenir exactement de ce qu'ils ont perdu. Et la belle ironie, le traitement silencieux que je leur inflige a un impact bien plus grand sur leur vie que ces 5 anniversaires oubliés n'en ont eu sur la mienne. Je ne cherche pas la vengeance. Je n'essaie pas de leur faire du mal. Je vis juste ma vie sans eux. Et apparemment, c'est la chose la plus dévastatrice que j'aurais pu faire. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de participer au dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. 5 anniversaires de suite, ils m'ont oublié. Maintenant, ils passeront chaque jour à se demander où je suis, ce que je fais, et si je reviendrai un jour. J'appelle ça une justice poétique. La différence, c'est que ça ne m'empêche pas de dormir. Mise à jour, je sais que certaines personnes vont poser des questions sur les fêtes et sur ce que je ferai en cas d'urgence familiale. Pour les fêtes, j'ai des amis extraordinaires ici à Lyon qui m'ont pratiquement adopté dans leur famille. Le Noël dernier a en fait été le meilleur que j'ai eu depuis des années. Quant aux urgences, j'y ai beaucoup réfléchi. Si quelque chose de vraiment grave arrivait à l'un d'eux, comme une maladie ou un accident potentiellement mortel, je le saurais probablement par des amis communs et je devrais décider sur le moment comment gérer la situation. Mais je ne vais pas rompre mon silence juste parce qu'ils fabriquent un drame ou prétendent qu'il y a une urgence alors qu'il n'y en a pas. Et oui, je sais que certaines personnes pensent que ce que je fais est dur ou cruel. Mais j'ai passé 5 ans à être blessé par leur insouciance et leur indifférence. Je ne suis pas obligé de me soumettre à plus de la même chose juste parce qu'ils ont décidé que je leur manquais maintenant que je suis parti. Pour ceux qui posent des questions sur la sécurité de mon immeuble, oui, ils ont des politiques strictes sur la non-divulgation des informations des résidents. Mes parents ont trouvé le numéro principal de la société de gestion immobilière en ligne et ont appelé en se faisant passer pour des membres de la famille inquiets. Le personnel ne leur a donné aucun détail personnel, mais a confirmé que j'y vivais lorsqu'ils ont insisté, ce qui était déjà trop d'informations à mon avis. Merci de m'avoir lu, Reddit. Parfois, il faut raconter son histoire à des inconnus sur Internet pour réaliser qu'on n'est pas fou. DR, mes parents ont oublié mon anniversaire 5 ans de suite tout en comblant ma sœur d'attention et de cadeaux coûteux. Quand ils lui ont offert une Audi à 60 000 € le lendemain de l'oubli de mon 31e anniversaire, je les ai tous discrètement bloqués et j'ai disparu de leur vie. Ils ont passé l'année écoulée à sombrer dans la panique, à engager des détectives privés et à créer des récits élaborés pour expliquer mon absence, mais sans jamais reconnaître ce qu'ils ont fait de mal. Je m'épanouis sans eux.